Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de les ovnis. Alors, vous avez été quelques-uns à me solliciter pour faire cette vidéo et je trouvais que c'était assez intéressant pour changer un petit peu de sujet, pour se divertir un petit peu, aborder un sujet qui est extrêmement complexe et extrêmement compliqué et sur lequel il y a énormément, je vous le dis, énormément de mythes, de légendes, d'affabulations et de manipulations. Ce que je vais vous expliquer maintenant, attention, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'ufologie, je vais simplement vous donner ce que moi je sais, ce que je connais, ce que j'ai pu analyser ou déduire de ces phénomènes, en sachant une chose très importante, c'est qu'il faut savoir faire la différence entre l'esprit cartésien et ceux qui ont la conviction de croire que, c'est-à-dire tout simplement analyser les phénomènes inexpliqués, et faire la différence entre les phénomènes OVNI. OVNI, qui est objet volant non identifié, qui est la francisation de UFO, Unidentified Flight Object, qui est évidemment la version américaine, ce qui est assez paradoxal, puisque lorsqu'on parle de cette science, on parle d'ufologie, mais tout simplement parce que l'ufologie, c'est le mot anglais, et on a tout simplement repris le mot en français d'ufologie, et non pas ufnologie, parce que ça devient un petit peu compliqué. Alors pour commencer, remettons les choses à plat. Il faut savoir que les phénomènes inexpliqués, c'est quelque chose qui est assez compliqué à traiter et analyser, tout simplement parce que, en règle générale, hormis s'il s'agit de scientifiques ou de personnes qui ont des capacités ou des connaissances ou des compétences dans le domaine, lorsqu'ils assistent même à des phénomènes, et là-dessus on y reviendra, d'une manière générale, 90% des phénomènes qui sont relevés, notifiés, rapportés, sont le fait de témoins visuels, de témoins sonores, qui sont des personnes lambda. Et parmi ces personnes lambda, malheureusement, très souvent, et c'est là que la science intervient, et vous verrez la différence entre le traitement américain et le traitement français qui est primordial, c'est que, force est de constater que malheureusement, on n'est pas dans l'absolu de dire non. Il n'y a pas de phénomène OVNI. Non, il n'y a pas de phénomène étrange, de phénomène inexpliqué. Il y en a. Et ça reste des questions. Pourquoi ? Tout simplement parce que on n'a pas suffisamment d'éléments, on n'a pas suffisamment de données, et que dans règle générale, eh bien, c'est tout simplement la bonne foi de la personne, la bonne foi du témoin qui fait office de crédibilité, et très souvent d'ailleurs dans un certain nombre de rapports, ce sont des témoignages multiples de personnes sur des distances parfois assez larges, de personnes qui ne se connaissent pas, et qui pourtant rapportent avec leurs mots, avec leur perception, eh bien, des similitudes d'observation qui, en effet, tentent à prouver qu'il s'est bien passé quelque chose d'inexpliqué, quelque chose d'étrange, qu'on n'arrive pas à corroborer avec des données officielles. Alors les données officielles, c'est évidemment l'armée, sauf qu'évidemment l'armée, quand elle fait des expérimentations, elle ne va pas vous dire « bah si, oui, c'est nous, en fait on est en train d'expérimenter un engin secret, top secret, etc. » Non, évidemment qu'ils ne vont pas le dire. Mais c'est surtout aussi les rapports des observations civiles, des organismes aériens civils. Là, en revanche, il n'y a pas de secret absolu, et que en corroborant les données d'observation ou des détections radar, parce qu'il y en a, étranges, et bien dans ces cas-là, en effet, on peut établir la véracité d'un phénomène qui s'est produit, un produit inexpliqué, sur lequel il y a oui, en effet, cette culture qui a mis finalement du mythe et de la légende sur les phénomènes OVNI, et évidemment, des gens se servent de ces données, se servent de ces documents, et bien tout simplement pour en traduire eux-mêmes une observation d'OVNI et la crédibiliser en tant que telle auprès de personnes lambda qui, comme peut-être vous, certains d'entre vous, n'ont pas forcément la science, les compétences scientifiques pour bien définir s'il s'agit bien d'un phénomène inexpliqué ou au contraire, tout simplement quelque chose qui est tout à fait explicable à partir de données, à partir d'éléments ou de partir de ses propres connaissances personnelles. Mais là, pareil, je vous donnerai quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre la situation. Et donc, dans l'histoire,
il existe en effet des documents, des récits, des graphiques, des graphismes, pardon, qui relatent des éléments, je vous en mets quelques-uns ici, qui suscitent évidemment l'interrogation. L'interrogation parce que comment est-ce qu'à cette époque, on a pu, ou le dessinateur ou le graphiste a pu dessiner ou rendre compte de ce phénomène, alors qu'à l'époque la technologie ne peut pas expliquer ce phénomène. Plus particulièrement lorsque dans certaines représentations, on voit des êtres, on voit des individus à bord de machines volantes. Alors que je rappelle que jusqu'à une certaine époque, voire Léonard de Vinci, qui lui-même avait commencé à imaginer des machines pour pouvoir voler, eh bien, pour l'instant, l'homme ne pouvait pas voler jusqu'à ce qu'on a commencé à utiliser des montgolfières, par exemple. Mais avant cela, personne ne savait voler, personne ne savait construire une machine pour voler. Mais l'ufologie moderne, eh bien l'ufologie moderne, elle a une date essentielle. Cette date, c'est 1947. Pourquoi c'est 1947 ? Eh bien, c'est en 1947 qu'apparut publiquement le phénomène OVNI par l'observation d'un pilote de l'US Air Force, à la retraite, je crois, à l'époque, qui s'appelle Kenneth Arnold. Alors, Kenneth Arnold, c'est évidemment aujourd'hui un nom qui fait partie de la légende de toute l'histoire de l'ufologie moderne, qui a été témoin d'une observation et qui décrivit un engin comme ressemblant à une soucoupe, d'où l'expression qui viendra par la suite de soucoupe volante. Alors, là-dessus, je vais juste une petite parenthèse. En anglais, on ne dit pas flying soucoupe, on dit flying saucer. Flying saucer, c'est le saucier volant. Sauf qu'évidemment, le saucier en anglais, et c'est l'équivalent en français de l'objet qu'on appelle aujourd'hui une soucoupe, la soucoupe de thé par exemple. Donc c'est pour cette raison qu'on a francisé le terme de flying saucer en soucoupe volante, tout simplement. On retraduit bientôt le phénomène des objets volants non identifiés, OVNI, donc en français, terme provenant de l'américanisme Unidentified Flying Object, comme je vous l'ai dit, à partir de cette contradiction linguistique qui naquirent le vocabulaire ufologie ou ufologue. L'ufologie définit de la manière suivante les diverses observations du phénomène OVNI ainsi que les contacts pouvant s'établir avec celui-ci. Alors en effet, avec le temps, quand ce phénomène a commencé véritablement à se développer en même temps finalement que les technologies, je dirais, d'observation, les technologies de communication, parce que grâce au cinéma, grâce à la littérature, grâce à la science-fiction, grâce à la radio à l'époque, dans les années 50, et par la suite la télévision avec les années 60, eh bien, les phénomènes OVNI, évidemment, ça s'est énormément développé. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça ne date pas que des années 40, bien avant, il y avait déjà des romans de science-fiction. En effet, H.G. Wells, qui nous avait pondu son fameux Guerre des mondes. Mais encore une fois, quelle a été l'inspiration, si ce n'est l'inventivité de certains auteurs, l'inventivité, l'imagination de certains auteurs, à l'époque du 19e siècle, à l'époque de l'ère industrielle qui a venu l'avènement d'énormément de machines nouvelles, pour remplacer finalement le travail humain. Et donc, comme exactement dans le XXe siècle, des auteurs tels que Asimov, par exemple, eh bien, ils ont imaginé avec l'évolution technologique ce que pourrait être le futur, et ce futur avec tous les aspects fantasmagoriques que cela implique. Donc à partir du moment où on a commencé un petit peu à établir des bases dans l'ufologie, on a aussi établi les critères, ou tout du moins les différents types d'observations qu'on peut faire, voire de contacts. Là vous allez me dire, ah bah oui, c'est le fameux film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type. Et Rencontre du troisième type, c'est un des éléments de critères. Alors, le premier type, c'est observation du phénomène à distance éloignée. Donc là, en effet, on peut considérer que la rencontre de premier type, c'est 70-80% des observations qui sont faites chaque année. Rencontre du deuxième type, là c'est une rencontre rapprochée avec observation de l'engin intergalactique ou de ses occupants, mais sans contact physique. Rencontre du troisième type, rencontre rapprochée avec possibilité de contact gestuel, verbal, télépathique entre les occupants d'un engin intergalactique et des humains.
Rencontre du 4e type, rencontre au cours de laquelle une ou plusieurs humains pénètrent à l'intérieur de l'engin galactique. Rencontre du 6e type, cette rencontre peut se rapporter à plusieurs événements pour des humains, voyage dans l'espace, copulation, prélèvement de sperme, ovules, d'organes physiques, etc. Donc vous voyez là déjà le 6e type, on est déjà dans ce qu'on appelle plus vulgairement les enlèvements. Et enfin vous avez les rencontres du 7e type, où là ce sont des contacts physiques, télépathiques, permanents ou non. Des organismes officiels ont été créés à l'échelle mondiale pour étudier les phénomènes ovnis. Alors, en effet, à partir du moment où, dans la fin des années 40, on est dans la fin de la Seconde Guerre mondiale, et là j'attire votre attention parce que c'est là que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui c'est devenu presque des mythes ou des légendes, parce qu'elles sont la conséquence aussi d'une politique issue de la guerre froide, parce que les Américains se sont évidemment saisis de l'occasion et de l'opportunité de ce phénomène pour en faire tout simplement de la manipulation. Et en cela, et je vais y revenir un petit peu plus loin, aujourd'hui encore, on a ces héritages dans la culture populaire de ces développements qui ont servi d'intérêt des États-Unis à essayer de jouer un petit peu avec les nerfs des soviétiques à l'époque, mais je vous avouerai très franchement que les soviétiques n'en étaient pas en reste, puisque eux aussi, et on a pu le voir lors de la fin de l'Empire soviétique, lorsqu'il y a eu toute une série de déclassifications de documents top secrets, eh bien on s'est rendu compte que les soviétiques, eux aussi, avaient des documents top secrets sur des rencontres, sur des phénomènes ovnis, mais qui en réalité étaient évidemment des scénarios complètement construits, tout était complètement faux, si vous voulez, c'était du fake. Comme eh bien, les Américains ont également fait du fake, mais du fake qui encore aujourd'hui eh bien, laisse un certain nombre d'individus dans la conviction qu'il ne s'agit pas de fake, mais bien de réalité. Alors en France, pareil, en France, on s'est un petit peu penché sur la question. Pourquoi ? Parce que très souvent, évidemment, dans l'inconscient collectif, on pense que tous les grands phénomènes ovnis, etc., se sont produits aux États-Unis. Mais là encore, j'attire votre attention sur le fait que justement, ça fait partie de la manipulation. C'est-à-dire faire croire à des secrets sur des rencontres ou des ovnis aux États-Unis, alors qu'en réalité, c'est voulu que les informations fuitent pour cultiver justement ce phénomène. En France, des phénomènes, il y en a eu. Il y en a eu, et ça a évidemment attiré la curiosité des autorités, mais en France, nous sommes un peuple beaucoup plus cartésien. Nous sommes moins dans le fantasmagorique, nous sommes moins dans l'émotionnel, encore une fois de plus. Donc on a un esprit beaucoup plus cartésien, on préfère parler en France de phénomènes non explicables, ou non expliqués, mais pas tout de suite de phénomènes ovnis, ou d'objets volants non identifiés. Et là-dessus, on va avoir en France, à partir des fins des années 50, début 60, la création de certains organismes, de certains services spécialisés dans l'étude de ces phénomènes qui n'ont pas d'explication ou laissent un petit peu dubitatifs les professionnels de l'aéronautique. Et c'est en France le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux, qu'on appelle le GEPAN, qui va devenir beaucoup plus célèbre, et qui fut remplacé par le Centre national d'études spatiales, par le CNES, dont le siège est à Toulouse. Et le GEPAN, aujourd'hui, existe, je crois toujours, sauf qu'il a été incrémenté d'un mot supplémentaire, qui est le groupe d'études des phénomènes inexpliqués aérospatiaux. Ou je crois que c'est le groupe d'études de GIPAN, je crois. C'est le groupe d'études, enfin je ne sais plus exactement. Donc après, il y a eu aujourd'hui dans les services d'études des phénomènes des rentrées atmosphériques, le CEPRA, qui est chargé des enquêtes officielle. Au cours de cette lecture, le nom de J. Allen Hynek apparaîtra parfois parce que ce scientifique fut le premier ufologue et l'un des plus sérieux à analyser ces phénomènes. Donc vous voyez qu'en France, on n'est pas resté en reste, sauf que, comme je vous l'ai dit, on a été toujours assez cartésien pour traiter ces phénomènes, même si encore aujourd'hui, même en France, il y a certaines histoires qui restent inexpliqués. Donc, comme je vous l'ai dit, les phénomènes ovnis,
en ce qui concerne les États-Unis, en réalité, vont en grande partie contribuer à une petite guerre idéologique, une petite guerre de propagande contre, évidemment, l'ennemi soviétique. Alors, jusqu'au printemps 1966, le phénomène OVNI fut considéré et tourné en dérision dans l'ensemble de la population mondiale. En novembre de cette même année, un événement imprévu se produisit aux USA. Le gouvernement Johnson créa une commission civile d'étude des objets volants non identifiés, dirigée par un éminent scientifique américain, le professeur Hugh Canton, chairman du département de physique de l'Université du Colorado. Un an plus tard, le 10 novembre 1976, l'URSS a annoncé elle aussi la création d'un institut pour la même étude confiée au général Anatoly Skolyadov, à la suite de quoi l'opinion publique se réveilla par l'intervention des médias qui s'abstinrent désormais d'associer le ridicule au phénomène OVNI, ce qui n'empêchera pas une certaine presse de poursuivre la moquerie au galop. Ce changement de situation était dû à une série d'apparitions inexplicables observées dans le ciel des États-Unis, dont la population commençait à s'émouvoir. Pour apaiser les esprits, M. Brown, secrétaire d'État de l'US Air Force, institua le fameux projet Blue Book. Ce Blue Book, il est très important dans l'histoire de l'ufologie parce que c'est lui qui va déterminer à la fois la crédibilité de certains phénomènes sans vraiment admettre que ces phénomènes en réalité ont bien des explications, mais parce que ce sont des phénomènes qui sont liés peut-être à des secrets militaires, eh bien on a tout simplement mis un voile dessus. Et le Blue Book avait aussi pour fonction tout simplement de donner le change aux soviétiques en disant voilà, nous considérons que les effets phénomènes sont explicables, mais il n'est pas anodin que certains phénomènes, que certains événements, en effet, sont relatifs à peut-être être intéressants à étudier, intéressants à analyser pour peut-être établir une véracité sur le fait que finalement nous avons peut-être bien des contacts avec des formes de vie extraterrestres. Alors je ne vais pas vous énumérer, je ne vais pas vous donner des tas d'exemples de certains phénomènes, de certaines histoires, seulement revenir sur peut-être l'une d'entre elles dont vous avez certainement entendu parler. Je veux parler de l'affaire de Roswell. Alors Roswell est un peu à l'image d'un gâteau que l'on savourerait par tranche. La dernière en date concerne la découverte d'un débris censé provenir de la chose qui s'est écrasée dans le désert du Nouveau-Mexique. Nous vous faisons alors un point d'honneur à vous offrir une nouvelle tranche de ce mets en récit que nous voulons le premier main de quelqu'un qui a assisté aux premières analyses et qui a accepté de témoigner pour Phénoména en espérant que cette tranche n'aura pas, elle aussi, le goût du rassis. C'est l'introduction de l'article qui avait été fait à l'époque dans un magazine. Alors je ne sais pas si ce magazine existe toujours, c'est celui-ci. C'est Phénoména. Alors ça, celui-ci, c'est un magazine que j'avais acheté dans les années 90. Le 24 mars 1996, donc, était, jour comme les autres, au musée d'ufologie internationale de Roswell, qui se targue également de faire de la recherche. Max Little, un secrétaire trésorier, s'affairait autour des nombreux visiteurs lorsqu'il fut approché par un visiteur qui, visiblement, n'était pas de la région et qui lui raconta une énième histoire au sujet du site d'un crash. Le récit était de ceux maintes fois entendus et focalisé autour de Roswell et de l'année 1947. Parce que, évidemment, l'année 47 a quand même été relativement riche. Il se trouvait qu'il connaissait la personne qui avait encadré une telle pièce pour le compte d'un ancien militaire. Il a demandé à rester anonyme, évidemment, qui justement se serait trouvé engagé dans la procédure de ramassage des débris ce jour fatidique de juillet 47. Max sourit et ô combien répondit « Bien sûr, je serai heureux d'examiner cette pièce si vous êtes en mesure de me l'apporter. » Donc voilà, ça c'était un des articles intéressants. Alors, il y a eu beaucoup d'articles de fait justement sur ce phénomène et sur évidemment Roswell. Alors aujourd'hui, Roswell, qu'est-ce qu'on en sait? Eh bien, on en sait que finalement Roswell, ça a été
je dirais, la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or pour les services secrets et l'armée américaine, et ainsi que le Pentagone, parce que grâce à cette affaire Roswell, eh bien, on a pu faire mousser un petit peu le phénomène OVNI. Mais aujourd'hui, au vu des technologies, au vu des outils technologiques que nous avons, eh bien, on n'a pas de réponse. C'est quand même étrange puisque la plupart des pièces sont disparues, on ne sait pas où elles se retrouvent, et beaucoup, évidemment, pour essayer de cultiver toujours le mythe, s'attaquent à un lieu en particulier. Ce lieu en particulier, c'est celui-ci, que vous avez aussi certainement entendu parler, parce qu'il fait partie intégrante à l'échelle internationale de toute la mythologie de l'ufologie. C'est la fameuse zone 51. Alors la zone 51, c'est quoi? C'est une base militaire qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Las Vegas, et qui se trouve à quelques encablures de la zone de test nucléaire qu'avaient utilisé les Américains dans les années 40-50, lors de leurs tests, évidemment, de bombes nucléaires. Cette base, en réalité, eh bien, elle est réputée parce que ce serait dans cette base-là que seraient enfermés, que seraient étudiés, analysés les objets. Des objets, des ovnis qui se seraient écrasés, dont peut-être celui de Roswell. Alors la zone 51, évidemment, pour cultiver le mythe, on l'a vu dans des séries télé, on l'a vu dans des films. Rappelez-vous, Independence Day, ou Indiana Jones 4, ou Roswell, qui est un téléfilm, je crois, avec Kyle MacLachlan. Donc la zone 51 est alimentée de ce culte. Et il y a, pour nous expliquer, pour nous rendre un petit peu cohérent dans cette histoire, vous avez un scientifique, qui est ce monsieur, qui est un éminent scientifique dans sa catégorie, est allé dans la zone 51 pour aller étudier un objet. Et le problème, c'est qu'en effet, par la suite, il a raconté son histoire. Il a raconté tout le secret, toutes les mesures de sécurité qui étaient engagées pour l'emmener dans cette zone 51 où en règle générale on vous y emmène en avion qui est apparemment ne serait pas, il n'y aurait pas d'identification. Enfin, vous voyez, il y a tout un narratif très complotiste finalement, très secret autour de cette base militaire. Sauf que des gens comme ce monsieur, il y en a plein. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je ne dis pas qu'il n'y a pas des scientifiques qui sont allés dans cette base pour analyser des objets. D'ailleurs, preuve en est, c'est que vous avez un monsieur qui est aussi bien connu aujourd'hui dans cette aventure que sont les ovnis, c'est ce monsieur, voilà, c'est monsieur Jacques Vallée. Jacques Vallée, qui est aujourd'hui une sommité dans le domaine, qui fait encore des conférences, etc., mais qui, de façon très scientifique, nous explique qu'il y a des choses, il y a des événements, en effet, qui existent. Mais, très prudent le monsieur, attention, pas de conclusion hâtive. Il est d'ailleurs un de ceux qui a témoigné qu'il avait été invité pour étudier, analyser un objet qui aurait été développé, en effet, par des sources humaines. Sauf que lui et certains de ses collègues se sont dit, cette technologie est quand même hyper avancée. Et donc il le dit lui-même, il le dit. Que cet objet soit considéré comme un objet extraterrestre, il le dit très clairement. C'est faux. Cet objet est bien un objet de conception humaine. Sauf que, en revanche, qui l'a inventé? Qui a trouvé l'idée? Qui a trouvé le concept? Quels sont les ingénieurs qui ont trouvé l'idée? Comment ils ont trouvé l'idée de cet objet? Pour la petite anecdote, avant de revenir sur la zone 51, pour la petite anecdote, vous savez que si vous avez fait de l'informatique, il y a un moment donné dans l'histoire de l'informatique une révolution. La révolution, ça a été la miniaturisation. C'est-à-dire qu'avant, les ordinateurs fonctionnaient avec des systèmes de lampes, de processeurs ou de résistance, etc. Et on a eu tout d'un coup vu apparaître le microprocesseur. Sauf que le problème, quand on regarde et quand on gratte un petit peu l'historique, quand on essaie de savoir mais qui a eu l'idée géniale,
qui ont eu l'idée géniale, ou qui ont eu à un moment donné l'esprit génial, tout simplement de trouver l'idée comment réussir à miniaturiser en puce. Et bien vous allez vous rendre compte qu'en effet, on va vous donner des noms, on va vous donner des sociétés, on va vous donner des groupes qui sont à l'origine de la création, de la mise en pas de la mise en place, mais de la mise au point de ces technologies. Mais quand on veut savoir qui, à un moment donné, a eu l'idée de, etc., mystère. Un mystère qui, évidemment, alimente encore plus ce phénomène, des phénomènes ovnis, des phénomènes extraterrestres, etc. Parce qu'on se dit, finalement, peut-être que le microprocesseur est tout simplement issu d'une technologie extraterrestre qu'on a su analyser, exploiter, et qu'on a su retranscrire, retransmettre, recombiner avec nos matériaux, etc., pour créer la miniaturisation de la puce. Sauf que, évidemment, ça reste bien ancré dans le mythe, alors qu'en réalité, l'invention du microprocesseur est comme quasiment toutes les inventions, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où une personne va tout d'un coup avoir l'idée, l'inspiration pour imaginer comment pourrait fonctionner telle ou telle chose, et expérimenter sa chose, et tout d'un coup, trouve le bon équilibre, trouve la juste mesure, la juste chose qui va tout d'un coup lui permettre de développer son idée et d'arriver à un résultat concluant, à un résultat final qui va révolutionner évidemment la technologie proprement parlée. Et donc revenons à cette fameuse zone 51, l'Area 51 comme on l'appelle ici aux États-Unis. Et puis, avec le temps, évidemment, le scénario de la base secrète où s'enfermerait, etc., finalement, avec le temps, avec les technologies et surtout avec l'accès à l'information grâce à Internet, au final, beaucoup de gens se sont rendus compte que finalement, l'Area 51 n'était que simplement une base militaire de tests, de prototypes d'appareils. Et d'ailleurs, preuve en est, voici un bouquin qui s'appelle tout simplement Area 51. Et dans ce livre, on nous explique tout simplement toutes les expérimentations qui ont été faites au cours donc là vous avez une superbe photo, vous voyez, là vous avez une superbe photo de l'area de la zone 51, et vous avez des photos, plein de photos sur des appareils expérimentaux, comme celui-ci, et donc c'était cette zone, en fait, la zone 51 était tout simplement, vous avez des photos intérieures, etc. Et c'est d'ailleurs sur la zone 51 qu'ont été expérimentés d'ailleurs un certain nombre d'appareils qui sont très connus maintenant. C'est dans la zone 51 qu'ont été testés le fameux Firebird, le Firebird, je ne sais pas si on a, le fameux Firebird, vous voyez, c'est ce fameux avion noir. Et évidemment le phénomène c'est que même si la zone 51, c'est un site militaire qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des gens à un moment donné qui vont voir justement ces appareils qui ont des formes, des usages un petit peu anodins, qui ne se ressemblent pas à grand chose de ce qu'on a pu voir, ou de ce que les gens ont pu voir à la télévision, dans le cinéma, etc. Et l'exemple le plus flagrant, c'est finalement l'exemple de ce fameux bombardier furtif qui nous est apparu pendant la guerre du Golfe. Mais avant qu'il apparaisse à la guerre du Golfe, dans les années 80, cet appareil a été testé, a été expérimenté. Et il a été expérimenté en partie dans la zone 51. Donc évidemment, tout d'un coup, lorsqu'on reprend des témoignages de gens qui, dans le Nevada, ou dans le Colorado, ou etc., dans ces différents endroits, ont relaté d'avoir vu un objet triangulaire noir, et tout d'un coup, on s'est dit, en effet, oui, c'est le fameux bombardier. Donc ça, si vous voulez, c'est un exemple de ce que le public, le civil lambda, peut parfois observer, peut parfois voir, comme il n'a pas la connaissance, comme il n'a pas les compétences, comme il n'a pas la culture, donc il réussit à traduire ce qu'il voit en ovni. Et c'est encore vrai aujourd'hui, puisque regardez,
un grand nombre aujourd'hui de gens réussissent à filmer des phénomènes, mais ces phénomènes finalement on finit par les expliquer. On les finit par les expliquer tout simplement parce que les gens ont tout simplement observé des avions qui étaient en formation mais qui les ont vus de par derrière. Donc en fait, avec la distance, il suffit que vous ayez un temps très très chaud, donc évidemment le temps chaud, hein, vous savez, le phénomène mirage. Hein, vous avez déjà vu ce phénomène-là. Eh bien, ça influe évidemment sur la qualité de visibilité, si bien qu'en réalité les gens ne voyaient que des lumières. Et les lumières, c'était tout simplement les tuyères des avions. Mais comme les avions étaient très loin et que si vous voulez, les conditions météorologiques faisaient qu'en réalité les personnes ne pouvaient pas voir autre chose que les tuyères et ne voyaient pas donc qu'il s'agissait d'avions. Après, il y en avait qui disaient oui, mais ils n'entendaient pas de son, etc. Ben oui, parce que si vous avez un vent qui vient de dos et que vous voyez l'objet en face de vous, ben le son, vous ne l'avez pas. Parce que le son, les ondes sonores, elles sont altérées. Donc elles ne vous arrivent pas en temps et en heure. Hein, je pense que ce phénomène-là, vous le savez. Hein, c'est par exemple les mirages. Hein, quand un mirage vous fonce dessus, vous ne l'entendez pas arriver, le mirage. C'est une fois qu'il est passé que là, tout d'un coup, vous entendez le son. Donc, phénomène optique, phénomène sonore, fait que malheureusement, dans beaucoup de cas, eh bien, vous avez des gens qui traduisent ce qu'ils veulent y voir, qu'en réalité, il est très aisé d'expliquer ce phénomène. Et donc, la zone 51, alors, évidemment, vous êtes parfaitement droit de me dire, oui, mais votre bouquin montre ce qu'il veut bien montrer, mais est-ce que ça prouve qu'il n'y a rien dans la zone 51 ? Eh bien, vous avez raison. Rien ne prouve que la zone 51 n'ait pas pu servir à autre chose que simplement utiliser une base d'expérimentation d'appareils de prototypes militaires. Allez savoir. Dans les phénomènes ovnis, ou tant du moins dans l'histoire, dans l'historique des phénomènes ovnis, il y a aussi un autre personnage qui a été très important, qui est M. Carl Sagan. Alors M. Carl Sagan, malheureusement, nous a quittés depuis un certain temps, mais Carl Sagan, c'était un astronome populaire et vulgarisateur scientifique de renom, qui est décédé le 20 décembre 96, je crois, ou 97, comparable à un Hubert Reeves ou encore à Stephen Hawking. Il avait su intéresser le public aux grandes découvertes scientifiques. Né le 9 novembre 1934 à New York, son chemin croise pour la première fois celui de Hynek, notre fameux Hynek, lorsqu'il obtint en 1960 à l'Université de Chicago son doctorat d'astronomie et d'astrophysique. Il enseignera ces domaines à Harvard jusqu'en 1968, puis quittera la vénérable institution pour Cornell, qui lui propose la direction du laboratoire d'études planétaires. En 1978, il décroche le prestigieux prix Pulitzer avec son essai « Le dragon d'Éden », spéculation sur l'évolution de l'intelligence humaine. Dès lors, le succès ne quittera plus. Il collabore à de nombreuses missions de la NASA, Viking, Voyager, Galileo, et mène de concert son combat pour une science populaire proche des gens. Et donc ce monsieur, il a été quand même aussi très influent sur l'interprétation et la vulgarisation de tous ces phénomènes. Partant du principe que les constituants fondamentaux de la vie se retrouvaient partout dans l'univers et que, par conséquent, la Terre ne pouvait être la seule planète habitée, il était en même temps un opposant farouche à l'ufologie et plus généralement à toutes les parasciences. Il était cofondateur du CSICOP américain, le Committee for the Scientific Investigation of Claim on the Paranormal, comité pour l'évaluation scientifique des assertions sur le paranormal, et avait souvent croisé le fer avec de nombreux ufologues et de chercheurs pro-ovni comme justement Allen Hynek et encore plus récemment le psychiatre américain John Mack. De fait, il était devenu l'homme à abattre aux États-Unis pour une frange très excitée des ufologues, au même titre que Klaas ou Oberg, simplement parce qu'il avait exprimé une opinion, la sienne, forgée sur des décennies de raisonnement scientifique, un peu comme si on brûlait des cinémas et que l'on excommuniait des auteurs. Et il en est même qui se sont dit soulagés de savoir qu'il n'était plus là. Donc c'est pour ça que Carl Sagan a été quand même un précurseur dans la façon d'interpréter, la façon d'aborder les phénomènes ovnis. Alors évidemment, comme Vallée
un petit peu comme Vallée, si vous voulez, il est resté très cartésien sur la chose. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit que ça n'existait pas. La preuve, c'est que lui-même admettait scientifiquement, et de façon tout à fait logique, hein, je rappelle la fameuse question, est-ce que vous croyez ou non aux extraterrestres? Bah, la question, elle ne se pose pas, puisque de toute façon, si l'on observe toute la faune qu'on a sur notre planète, et des faunes qui se sont adaptées, qui ont évolué à des milieux complètement hostiles à notre propre organisme, eh bien, c'est la démonstration que quelque part, dans l'immensité de l'univers, dans l'immensité des galaxies, des groupes d'amas de galaxies, des super groupes d'amas de galaxies, eh bien, les probabilités que des formes de vie aient pu se développer sur d'autres planètes est tout à fait possible. Pourquoi ça serait se passer sur notre planète et pas ailleurs? Voilà, c'est le raisonnement, si vous voulez, le plus logique. Après, tous les phénomènes extraterrestres, etc., comme le dit Carl Sagan, après il faut relativiser, il faut voir les choses de façon cartésienne. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu un spectacle très vulgarisateur, mais très intéressant, dont j'avais déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos, qui est le spectacle d'Alexandre Astier, la fameuse exoconférence, où, en effet, sous le coup d'une vulgarisation scientifique, il nous amène à cette déduction, se dire, si forme de vie il existe, alors c'est fort possible. Maintenant, à savoir, est-ce que les extraterrestres, est-ce que les ovnis sont une réalité ou un fantasme? Eh bien, si vous n'avez jamais vu ce spectacle, je vous laisse regarder ce spectacle et vous verrez que Astier a une démarche. Alors, c'est une démarche sur laquelle il repose évidemment des interviews qu'il a eues avec des scientifiques, avec des astronomes, de telle manière à être assez cohérent dans ce qu'il dit, pour vous amener justement à cette logique. Parce qu'en effet, tous les phénomènes ovnis, quels qu'ils soient, si tant est qu'on puisse considérer que ces phénomènes ovnis sont réels. La question est, depuis le temps que ça existe, qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu de contact? Alors là, vous allez me dire, oui, mais des contacts, il y en a eu. Je dis, mais des contacts, oui, peut-être qu'il y en a eu. Mais dans quel but? Et c'est justement ce que Astier nous amène à se poser la question. Je dis, mais imaginons, si vous connaissez un petit peu le problème du voyage spatial, c'est-à-dire les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, donc vous savez que par exemple pour aller dans la plus proche système solaire de notre système solaire, eh bien il faut quelques centaines d'années, je crois. Je crois que la plus proche c'est Aldébaran, je crois, et que pour aller sur Aldébaran, il nous faudrait à peu près, je ne sais plus si c'est 150 ou 500 ans, je ne sais plus exactement. Mais il n'y a pas d'intérêt à Aldébaran, parce qu'Aldébaran, on sait qu'il n'y a pas de planète, ou il n'y a pas de planète intéressante. La planète, où là, en effet, on peut se dire que peut-être des formes de vie se sont développées, parce que tous les critères scientifiques dont nous possédons aujourd'hui, hein, ça ne veut pas dire que c'est dans l'absolu, mais tous les critères que nous utilisons pour déterminer le type d'exoplanète auquel nous sommes confrontés, etc., ou que nous avons pu observer, il y a Kepler. Le système Kepler qui possède une planète qui en effet est, je crois, 1,5 fois plus grosse que la Terre. Alors, 1,5 fois plus grosse que la Terre, mais apparemment, il y a de l'eau, il y aurait en effet une sorte d'activité naturelle sur cette planète. Sauf que le problème, c'est que Kepler, je crois qu'il faut je crois plus de 1000 ans, je crois, pour aller sur Kepler. Donc, pourquoi vous allez me dire, mais à la limite, on pourrait voyager d'un point A à un point B dans l'espace, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de... Sauf que vous avez le paradoxe. Le fameux paradoxe de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si vous allez plus vite que la vitesse de la lumière, il y a un petit problème. Alors, je ne suis pas très calé scientifiquement sur ce paradoxe, mais le fait est, c'est que ça nous empêche eh bien, d'aller plus vite que la lumière avec un vaisseau spatial. Donc on est obligé de prendre la vitesse de la lumière comme base de voyage et de calculer évidemment le temps qu'il va nous falloir pour aller d'un point A à un point B. D'où les recherches après théorie, de la contorsion du temps, de la contorsion de l'espace, etc. Mais ça reste de la théorie. Et Dieu sait que malheureusement aujourd'hui, nous n'en avons pas la technologie pour pouvoir faire de l'application de cette théorie dans l'espace.
Peut-être que dans 100, 100, 200 ou 300 ans, on aura au moins la technologie pour pouvoir essayer d'expérimenter la chose et de se dire, en effet, ça fonctionne, et là, dans ce cas-là, en effet, ça nous permettrait de pouvoir voyager dans l'espace à des distances subluminiques. Mais alors, et Astier pose ce postulat, si des extraterrestres ont la technologie pour pouvoir voyager à travers l'espace en des temps réduits, ça veut dire qu'ils sont détenteurs d'une technologie extrêmement avancée par rapport à la nôtre. Pourquoi ils viendraient s'emmerder depuis 50 ans à venir nous rendre visite, à nous enlever, à nous analyser, à nous faire du touche-pipi, etc. Alors que depuis le temps, ils auraient suffisamment de données sur nous pour se dire, bon, bah, cette planète-là, enfin tout du moins ce système solaire-là, interdit. Zone interdite, surtout pas de contact. Pas de contact, pourquoi ? Bah, je pense que vous le savez aussi bien que moi, c'est que si demain vous imaginez des extraterrestres débarquer donc avec leur technologie extrêmement avancée, à votre avis, vous croyez qu'on va les accueillir à bras ouverts ? Ah oui, bien sûr, c'est magnifique, le premier contact, etc. Oui, sauf que vous en avez d'autres qui vont dire, oh, attends. Vous avez vu la technologie qu'ils ont ? Imaginez peut-être qu'avec leur technologie, ils pourraient très bien nous anéantir, nous envahir. Les Américains. Le cinéma de la science-fiction nous a montré cette problématique. Il y a d'ailleurs un film de Robert Zemeckis qui s'appelle Contact. Ce film-là, que je vous invite à voir, parce que dans ce film, qui est un film d'anticipation, qui est un film de science-fiction, la thématique, le fond du film aborde justement cette problématique. C'est-à-dire une forme d'intelligence extraterrestre extrêmement évoluée qui essaye de prendre contact, mais qui est extrêmement prudent parce qu'il sait que l'espèce humaine, ou tout du moins l'humanité, reste encore très primitive. Et de ce fait, on prend contact, mais ça sera tout. C'est juste pour vous dire, on existe, mais on va attendre que vous ayez encore un cycle d'évolution suffisamment évolué pour qu'un jour on puisse estimer que vous êtes fréquentable. Alors évidemment, on va passer sur les petits hommes verts, les lézards, etc., qui sont encore une fois de plus, en fait, l'expression de certaines névroses, de certains fantasmes, de certaines frustrations, parce qu'encore une fois de plus, des petits hommes verts qui se baladent à poil, c'est pas franchement ce qu'on attend de civilisations très évoluées. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, peut-être justement, eux, ils ont une civilisation, peut-être ils n'ont pas inventé les habits, et qu'ils sont très bien comme ça, à être à poil. Moi, je veux bien. Il y a quand même des contraintes scientifiques, des contraintes technologique qui fait que se balader à poil dans un pays ou dans un monde où très clairement on a pu observer que les gens portaient des habits, bah, à un moment donné, c'est soit faut être abruti ou con pour pas comprendre que si on veut essayer d'établir un contact, bah, vaudrait mieux déjà commencer à donner quelque chose qui soit un peu plus familier aux ceux qu'on visite pour éviter de leur faire peur. Enfin, ça c'est mon opinion, après chacun fait son opinion sur la chose. Donc voilà, c'est quelques éléments qui sont très intéressants dans ce spectacle à voir pour éviter de tomber dans les pièges du fantasmagorisme du phénomène OVNI. Et je vais terminer sur aujourd'hui, de quoi on parle aujourd'hui sur les phénomènes OVNI. Alors il faut savoir que des phénomènes inexpliqués, j'insiste bien, il y en a des dizaines et des centaines à travers le monde. Certains sont assez crédibles dans le sens où ils sont étayés par des témoignages, comme je vous l'ai dit, de gens qui, etc., ne se connaissent pas, ont des niveaux de culture différentes, mais qui relatent plus ou moins les mêmes constats, les mêmes observations, comme il y a beaucoup de phénomènes, et là je vais peut-être vous décevoir, mais il y a à peu près 90% aujourd'hui de ce qu'on peut voir sur Internet, etc., qui sont des fakes, qui sont faux. Alors c'est soit des mauvaises interprétations. Ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup de vidéos d'observation, alors qu'aujourd'hui on est quand même à l'ère du numérique, avec des téléphones qui ont quand même des niveaux de résolution très élevés, on peut filmer en 1080, on a des caméras, des appareils photo 4K, etc.
Et on trouve encore moyen d'avoir des gens qui vous filment des trucs qui sont pourris. On ne voit rien, tout le monde on peut y voir ce qu'on veut. C'est-à-dire que, mais voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'aux États-Unis, et là je viens de vous l'expliquer avec le cas de Carl Sagan, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, vous avez une religion. Aujourd'hui, l'ufologie est devenue une religion. Et même quand vous mettez les faits, quand vous mettez les évidences devant les yeux de certaines personnes, eh bien, ils ne veulent pas y croire. Alors, c'est vrai aux États-Unis, en France, c'est différent, parce qu'en France, on a quand même des gens un petit peu plus cultivés, un petit peu plus cartésiens, et qui savent à un moment réfléchir. Mais il faut savoir que sur le continent américain, eh bien, malheureusement, que ce soit les Américains, et surtout, alors là, par contre, certains pays hispaniques, comme le Mexique, par exemple, où là, vous avez quasiment des émissions sur la télévision mexicaine qui relate des phénomènes, qui relate évidemment avec tout l'aspect très mis en avant, mis en spectacle, mis en situation, en condition, etc. Donc oui, en effet, dans le continent américain, il y a encore ce culte qui suscite évidemment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de business. Parce que les ovnis, c'est en effet aussi un business aux États-Unis, comme au Mexique et dans certains pays d'ailleurs hispaniques. Donc voilà ce que je pouvais un petit peu vous dire sur le phénomène ovni. Alors comme je vous l'ai dit, c'est très succinct, c'est très survolé. Si le sujet vous intéresse, il y a sur YouTube certaines vidéos qui sont très intéressantes et qui permettent un petit peu d'ouvrir un petit peu l'esprit. Si vous voulez vraiment savoir un petit peu plus, je vous invite à voir les vidéos de Monsieur Vallée. Alors attention, le problème de Monsieur Vallée, c'est que même s'il parle français, beaucoup de vidéos sont en anglais, puisqu'il travaille pour les autorités américaines. Voilà, donc moi je vous balance ça comme ça. Après, vous en prenez ce que vous voulez sur ce qu'il prétend ou sur ce qu'il raconte, mais au moins il le raconte d'une façon scientifique qui, bon, faut pas le prendre comme argent comptant non plus, mais soulève bien la question qu'il y a bien des phénomènes intéressants. Sinon, vous avez également, je ne sais plus son prénom, Petit, qui s'appelle Petit, bon lui pareil, qui fait aussi de la vulgarisation sur le phénomène. Donc voilà, il y a une multitude de gens en effet aujourd'hui qui sont reconnus comme étant des experts dans le domaine. Alors il y en a certains qui sont assez farfelus, il y en a d'autres, attention, prudence, parce qu'ils travaillent dans des organismes qui, comme par hasard, quand on regarde qui finance ces organismes, on se rend compte que c'est quand même d'autres organismes qui ont tout intérêt à cultiver le mythe, la légende des ovnis. Et puis vous avez après des scientifiques de renom, des scientifiques qui ont de la crédibilité et du crédit, et qui en général, les plus intelligents et les plus crédibles, je dirais, démontent très souvent tout ce phénomène, non sans accorder quand même qu'il existe un pourcentage, alors c'est à peu près 5% des événements chaque année qui eh bien, n'ont pas d'explication, n'ont pas je dirais, d'éléments qui puissent permettre vraiment de décortiquer l'événement et de dire est-ce que oui ou non, est-ce que c'est un phénomène ovni, est-ce que c'est un phénomène inexpliqué, etc. Encore en plus, comme je vous le dis aujourd'hui, et c'est encore plus vrai quand on voit cette bataille acharnée qu'il y a aujourd'hui dans l'armée, dans les armées, à développer et faire de la démonstration de gros bras. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui la Chine, la Russie, les États américains s'amusent à tirer des missiles hypersoniques, si aujourd'hui on les voit, c'est que derrière, par contre, dans les tops secrets, eh bien, il y a d'autres armes qui peuvent exister et qui suscitent en effet peut-être le jour où ils sont testés, le jour où ils sont utilisés, le jour où ils sont expérimentés, eh bien, si vous les voyez, vous dites mais c'est bizarre, ça ressemble pas à un avion, puis ça se bouge pas comme un avion, etc. C'est pareil, c'est comme les drones. Vous savez, quand vous avez des gens qui ont pu filmer des vidéos avec des objets, puis tout d'un coup, puis hop, ça part vite fait, etc. Je vous invite à regarder aujourd'hui les drones. Vous avez des drones qui évoluent très bien, puis hop, qui peuvent accélérer, qui font des trucs, mais un mec dedans, il peut pas, c'est pas possible. Un appareil, il peut pas faire, pas avoir une telle vélocité sans en subir les conséquences d'ailleurs, même physiologiquement, avec les forces G, etc. Donc voilà pour l'ensemble des données que je pourrais vous donner sur ce sujet.
pour vous dire que oui, voilà, alors moi à l'époque je m'étais intéressé, donc j'avais des magazines que j'avais achetés, j'avais même pris de Science et Vie, j'avais même, à l'époque il y avait, je sais pas, peut-être que vous avez connu ces magazines-là, vous aviez les dossiers OVNI, hein, alors là c'est pareil, ça c'est une mine d'or pour savoir jusqu'à quel point on peut vous manipuler l'esprit avec des phénomènes qui sont très clairement totalement inexpliqués, mais qui sont tout à fait explicables. Alors c'est pareil, vous avez des observations, voilà, des trucs comme ça, les différents modèles je dirais de formes qui sont assez récurrentes aujourd'hui dans le phénomène, mais qui ne ressemblent à rien sur un point de vue technologique. Mais là encore, vous allez me dire, oui, mais s'ils ont une technologie avancée, pourquoi pas, etc. Oui, en effet, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais, donc voilà. Et surtout, dans cette série, il y avait un hors-série qui était la chronologie des événements OVNI, justement. Et là, là-dedans, on voit tous les éléments intéressants, comme par exemple le disque lumineux dans le règne de Pharaon de Toutmen III, disque lumineux observé au Moyen-Orient au XIVe siècle. Donc voilà, il y a plein de références comme ça. Donc je vous ai mis vous avez une fresque du cloître au Kosovo du XIVe siècle qui, voilà, comme par exemple, hein, je peux vous donner là, cet exemple hein, de représentation picturale, hein, XIVe siècle. Donc là, on a bien un individu à bord d'une machine, une machine qui n'a absolument aucun design particulier, etc. Alors évidemment, on parle aussi de Tunguska. Tunguska, vous savez, c'est cette zone en Russie qui a été complètement dévastée. Alors la version officielle, ça aurait été un accident nucléaire, un truc comme ça, là, ou une météorite, je crois. Mais tout de suite, il y en a certains qui ont conclu qu'en réalité, non, c'est pas une météorite, c'est un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé à Tunguska. Donc voilà, il faut savoir à un moment donné prendre les choses telles qu'elles sont, et puis il faut savoir aussi faire le tri de temps en temps, parce que évidemment vous avez beaucoup d'affabulation, beaucoup de propagande, beaucoup de manipulation, donc qui fait que le phénomène OVNI aujourd'hui est quelque chose d'assez intrinsèque, je dirais, à la culture populaire, hein, si on peut parler ainsi. Oui, il y avait aussi un VSD. Alors, il y avait un VSD, voilà, qui avait fait un magazine, un article, enfin un magazine exprès, les preuves scientifiques. Pour la première fois, les pilotes militaires ou civils, physiciens et astronomes osent dire publiquement le phénomène OVNI existe. Mais là encore, quel crédit donner à ces individus-là quand ceux-ci n'ont pas intérêt justement à cultiver cette légende populaire, ou faire de la manipulation, ou essayer de détourner l'attention des gens sur d'autres phénomènes, etc. Mais encore une fois, je le dis, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des événements, il y a des phénomènes qui en effet suscitent la question. Alors qu'il y ait eu des visites extraterrestres sur notre planète, sans doute, mais je serais vraiment comme Astier, c'est-à-dire je dirais, vu les conneries qu'on fait, vu que nous sommes, alors je rappelle, s'ils ont la possibilité de voyager à travers l'espace dans des temps records, ça veut dire qu'ils ont une technologie très avancée, donc ça veut dire qu'ils sont issus d'une civilisation très avancée. Donc issus d'une civilisation très avancée, quand ils observent notre planète, ils n'ont pas envie de me mettre le doigt dedans. Et ça se comprend. Hein, je veux dire, c'est comme si demain vous aviez la possibilité d'aller voyager sur un système solaire, puis tout d'un coup vous tombez sur une planète, vous vous rendez compte que la planète est habitée. Sauf que sur cette planète, vous avez une religion unique, vous vous rendez compte qu'il y a eu dans le temps des races, mais des races qui ont été disséminées, qu'il y a eu des génocides, etc. Donc ces planètes-là, vous dites, cela, c'est pareil pour nous. L'humanité est encore trop complexe pour, je dirais, une idée dont d'ailleurs des auteurs de science-fiction
relate très souvent la chose sur... alors, vous avez par exemple Star Trek, vous connaissez tous Star Trek, hein, Star Trek. Dans Star Trek, vous avez l'union des planètes confédérées, etc. C'est beau, c'est magnifique. Ça fait penser à l'Union européenne. Sauf que le problème, c'est que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, Star Trek, dans la légende, dans l'histoire de Star Trek, justement, les antagonismes sont obligatoires, comme toute chose d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez les Klingons qui vont finalement être les antagonismes de ceux qui veulent la paix, qui veulent le bien-être, etc. Eux, ils veulent conquérir, ils veulent le pouvoir. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment philosophiquement à appréhender, et il serait intéressant en effet de se dire, mais peut-être que ce que philosophiquement nous essayons de comprendre sur notre propre évolution de l'humanité, peut-être qu'il existe en effet des civilisations extraterrestres où eux aussi, ils ont leur propre philosophie. Mais attention, si nous imaginons des vies extraterrestres, il se pourrait qu'il y ait des planètes où il y ait des vies extraterrestres, où il n'y ait qu'un modèle unique. C'est comme si, par exemple, sur Terre, nous n'étions tous que des blancs. Qu'il n'y ait pas d'asiatiques, qu'il n'y ait pas de noirs, qu'il n'y ait pas d'arabes, qu'il n'y ait pas de... Vous voyez, la race, la diversité de notre planète peut être considérée par certaines civilisations extraterrestres comme étant extrêmement primitive. Allez savoir. Donc vous voyez les phénomènes ovnis, pour résumer, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que ça peut exister, mais que malheureusement, dans 90% des cas, c'est souvent de la fabulation, de la mauvaise interprétation, de la manipulation, de la propagande, et tout ce qui permet de cultiver une légende, un mythe, une culture, comme je dis, une culture populaire, et attention, une culture populaire sur laquelle s'incrémentent évidemment des business. Deux poids, deux mesures. Sur ce, la prochaine fois que vous verrez quelque chose d'étrange dans le ciel, n'en faites pas une conclusion hâtive, essayez de nous filmer ça de façon qualitative, et on en parle. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et bon courage.